Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment isoler un plafond d'un garage ou de toute autre pièce non chauffée comme ici un bûcher avec la méthode du plafond suspendu sous plancher, donc à l'aide de solives. Vu qu'on est dans de la rénovation, j'ai eu affaire à quelques petites problématiques comme l'électricité et le traitement des solives que l'on va voir dans cette vidéo. On se trouve ici dans une pièce non isolée et non chauffée avec une pièce de vie juste au-dessus, donc autant vous dire qu'en hiver il fait bien froid. Bien sûr, vu qu'ici on est dans un bûcher, j'ai pas été ultra minutieux, j'ai même pas fait les bandes de placo comme vous pouvez le voir, mais au final c'est bien plus pratique dans ce type de pièce, comme ça on a facilement accès à l'isolant ou à l'électricité qui passe par là. S'il y a que la pose du plafond suspendu qui vous intéresse, vous pouvez directement aller plus loin, je vous ai mis un petit timecode sur la barre en bas. Mais bon, pour tous ceux qui préfèrent voir le projet dans son ensemble, et bah c'est parti, générique. Avant toute chose, retournons au commencement. Quand on veut isoler un plafond, il existe une myriade d'isolants et de méthodes. Et pour savoir quoi choisir, bien entendu, il faut faire l'état de la situation. Donc nous ici, on est sous un parquet flottant posé sur de l'OSB, lui-même posé sur des solives. Cela implique qu'il est quasiment impossible de se fixer sur le dessus parce qu'on risque d'abîmer le parquet flottant et l'OSB, moi j'y crois moyen sur sa d'épaisseur. En plus de ça, je déconseille tous les isolants qui se collent. Quand c'est du bois, c'est vivant, donc ça bouge, ça travaille, ça risque d'aspirer l'eau et de se décoller. Si on avait une dalle en béton au-dessus, ça serait beaucoup plus facile, on pourrait se fixer dedans et avoir une tonne d'isolants et de méthodes de pose différentes. Quand vous êtes sous un plancher comme ça, il faut un peu plus réfléchir vu que c'est du bois, c'est vivant, ça bouge. En plus, vous pouvez avoir des problèmes de remontée d'humidité et autres. Mais bon, on a des solives, donc c'est quand même ultra facile de s'attacher dessus et de poser toute notre structure pour pouvoir isoler. Maintenant, au niveau de l'isolant, j'ai choisi de la laine de verre, donc quelque chose de très standard. C'est un bon isolant et c'est pas très cher, donc c'est un bon compromis. Après, si vous avez les moyens et que vous êtes dans du bâtiment ancien, je vous conseille des isolants végétaux comme de la laine de bois. Je vais pas développer ici, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour l'environnement, pour votre santé et celle de votre maison. Bon, autre petite chose avant de se lancer, oui, il y a beaucoup d'avant-propos, mais on passe souvent plus de temps à préparer qu'à faire. Donc je disais, prévoyez tous les problèmes en amont. Moi ici, j'allais avoir des modifications au niveau de l'électricité, de l'interrupteur et aussi au niveau du haut du mur. Bon, après là c'est un tout petit truc donc c'est pas très grave, mais pour un plus gros chantier là par contre ça peut poser des problèmes. Bon, dernière chose, mais si vous commencez le bricolage, je pense que c'est ultra important de le savoir. Comment quantifier et savoir la quantité à acheter. Alors d'abord, il faudra aller dans les magasins où vous voulez vous fournir pour savoir les tailles, les dimensions qu'ils proposent, parce que ça va vraiment impacter la quantité et même votre projet. Moi par exemple ici, ils proposaient que des plaques de 60 cm de large, mais pire c'était au niveau des fourrures, ils proposaient que du 2,50 m, sauf que moi j'avais un plafond qui faisait je crois 3 mètres, donc il restait que 50 cm. S'ils proposaient des plus grandes fourrures, j'aurais pu mettre des grandes fourrures qui font toute la longueur et du coup ça aurait été plus solide, plus rapide et peut-être moins cher. En parallèle, vous allez mesurer toutes les surfaces, le placement des solives, leur épaisseur, tout ça, et vous allez reporter ça sur un petit schéma. Ensuite, en prenant compte des dimensions disponibles dans votre magasin, vous allez faire un petit schéma pour savoir comment tout poser de façon assez optimale. Il faudra quand même s'être renseigné un minimum sur la façon de poser pour savoir tous les combien il vous faut des suspentes, ce genre de choses. Une fois tout cela bien ficelé, on peut enfin commander pour se faire livrer. Et comme dirait mon moi du passé, fini le blabla et en silence. Dans ma situation, vu que les solives étaient plutôt vieilles, pas entretenues et peut-être même pas traitées, j'ai dû m'occuper du traitement avant de passer à la suite. Quand je vous disais qu'il faut prévoir tout d'avance. Donc avant tout, je vous conseille de vider la pièce pour pouvoir circuler librement et bien sûr protéger le reste. Ensuite, on va enlever tous les clous, vis et autres choses qui vont déranger pour la suite. Pour traiter une vieille structure en bois, on va déjà commencer par retirer tout le bois mort et infecté. Après avoir testé pas mal de trucs, j'ai trouvé que la hache était quand même la plus efficace. Mais je vais pas vous mentir, après plusieurs heures, ça arrache quand même les bras. Elles étaient quand même bien attaquées. Regardez-moi la poussière de bois qui en tombe. On nettoie bien la menuiserie avant d'appliquer le produit.
Et sans oublier le sol pour pas que ça reste collé. J'utilise ici du xylophène, un produit standard pour traiter le bois contre les champignons et les insectes xylophages. Et le plus important, on s'habille avec toutes les protections nécessaires. Impérativement masque et lunettes. Choup! Ah! Oh! Allez, on est parti pour l'injection. Pour ce faire, j'avais percé préalablement des trous tous les 30 cm en quinconce de la moitié de l'épaisseur des solives. J'ai percé en biais pour que le produit s'imprègne à l'intérieur vu que je n'avais pas d'injecteur. Parce que oui, normalement il faut des injecteurs, c'est des sortes de petites chevilles que l'on met dans les trous dans lesquels on injecte ensuite le produit avec un embout spécifique. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver tout ça donc j'ai fait avec les moyens du bord. Ensuite, j'ai utilisé un pulvérisateur pour imprégner les surfaces. Ça, c'est la méthode simple qui suffit quand les bois ne sont pas trop attaqués et surtout quand on a accès aux deux côtés de la solive. Avant d'attaquer le plafond, il fallait d'abord que je m'occupe des murs. J'ai longtemps hésité entre remaçonner ou faire la méthode que je vais vous montrer. Il y a plein de petits détails qui m'embêtaient pour chacune des solutions. Mais maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais dû faire autrement et je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Bon, du coup, moi je suis parti sur du placo. Au moins c'est facile à défaire si on veut refaire autre chose plus tard. Structure standard, rail en bas, rail en haut, montant sur les côtés en me fixant où je pouvais et en sertissant bien tout ensemble. Pour une raison que j'ai complètement oubliée, j'ai fait la pose du placo après la pose des suspentes. Bon, du coup on repart en arrière et on pose les suspentes. Alors j'ai espacé de 10 cm du bord des murs la première suspente. Et pour la hauteur, j'ai décidé de prendre par rapport au plafond et non par rapport au sol pour me faciliter la vie. Ensuite, vu que j'avais pas de laser, j'ai utilisé la bonne vieille méthode du cordeau. Donc on relie les suspentes entre elles en tendant bien fort et en faisant un tour autour de la suspente pour que ça tienne. Avec un laser, vous le placez juste au niveau d'une suspente et après, vous les placez toutes à la même hauteur. Bon, pour la pose latérale sur les solives, je les ai espacées de façon standard, c'est-à-dire 60 cm. Une fois toutes les suspentes posées, on peut passer à la pose des fourrures. Franchement, c'est assez simple et rapide, il y a juste à les clipser. Si c'est possible, essayez de faire la longueur en une seule fois, mais comme je l'ai dit, le magasin vendait que de la petite taille, donc dans ce cas-là, on fait des raccords à l'aide d'une éclisse de raccordement. Et une règle ultra importante qui vous servira pour toutes les structures, on pose toujours les faiblesses en quinconce. En plus, les découpes doivent être calculées pour être attachées au moins par 2 suspentes. Bon, moi c'est pas le cas, mais elles vont reposer sur un rail au bout. D'ailleurs, ce rail, j'aurais dû le poser avant parce qu'il n'y avait pas la place pour le glisser entre les fourrures et le mur. Donc j'ai dû tout décrocher pour le poser. Et les fourrures à décrocher, c'est pas le top. Ah oui, un petit détail important, avant d'isoler, j'ai réutilisé les chutes de placo pour boucher les trous en bordure pour éviter que les rongeurs viennent se nicher. Et j'ai finalisé avec de la mousse expansive tout autour pour être sûr que rien ne passe. Vu que j'ai fait passer un câble derrière, je l'ai marqué pour facilement pouvoir le retrouver et que personne ne fasse de bêtises s'il y a de futurs travaux. J'ai en même temps redescendu la boîte de dérivation pour qu'elle soit accessible. Comme le précisent les normes auxquelles se référer, les normes NFC 1500. J'ai en plus fait un manchonnage pour allonger la gaine et qu'elle arrive directement dans la boîte. Et nous pouvons enfin passer à la pose de la laine de verre. Encore une erreur que j'aurais dû complètement savoir, le papier craft, on le met du côté chauffé toujours. Donc le papier craft c'est
côté plancher, ou à la limite pas de papier craft où on met des coups de cutter, comme ça il y a une libre circulation. Je suis désolé de toutes ces erreurs, mais bon, allez on y retourne. Moi j'ai choisi de poser une couche de 20 cm, je pense que c'est suffisant dans mon cas. Moins d'épaisseur, je pense pas que ça limiterait assez le froid. Et si vous avez vraiment une différence énorme de température et que vous voulez être sûr de limiter le froid, vous pouvez mettre une deuxième couche un peu plus fine perpendiculairement. Avec un peu de recul, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, ajouter une deuxième couche perpendiculairement. Je suis désolé, j'ai pas pris en vidéo vu que c'est pas ce que j'ai fait. Je vous explique rapidement au cas où vous vouliez le faire. Donc en plus de l'isolant dans le sens des solives, on va ajouter perpendiculairement une couche d'isolant un peu plus fine, donc du 10 cm par exemple. Et comme ça, vous allez avoir une continuité de l'isolant et du papier craft. D'ailleurs, le papier craft, donc c'est la couche un peu cartonnée, ça permet de limiter l'humidité. Et du coup, ce papier craft, faut le couper avec un cutter par exemple, dans la couche intermédiaire entre les deux. Au cas où il y a de l'humidité, qu'elle stagne pas entre les couches. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et donc moi, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Comme ça m'aurait permis de redescendre légèrement le plafond. Et en fait, j'aurais peut-être même pas eu besoin de refaire le haut des murs. Le seul problème, c'est la boîte de dérivation là-haut qui m'avait fait choisir cette solution. C'est que je pense pas que j'aurais pu redescendre assez cette boîte de dérivation. Et en plus de ça, le plafond est déjà ultra bas, donc je voulais pas trop le redescendre. Mais bon, je pense que ça aurait été la meilleure solution, que je remaçonne au moins de moitié le haut du mur et que je fasse un plafond légèrement plus bas avec une deuxième couche d'isolant. On apprend de ses erreurs. Après là, on est en plein hiver et on sent pas du tout le froid remonter, donc je pense que ça suffisait quand même. Sur ce, avant de retourner à la pose de l'isolant, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner pour me soutenir. Il y aura des petits tutos, il y aura des plus grosses rénovations et pas mal de DIY avec des petites créations personnelles. Allez, sur ce, on est reparti. Attention, portez bien vos EPI pour la pose de l'isolant parce que les laines de verre et de roche, ça pardonne pas. Et bien sûr, mettez des manches longues, ne faites surtout pas comme l'imbécile à l'écran. Oui, je parle de moi. Pour découper la laine, mesurez l'espace entre les solives et ajoutez 2 bons centimètres pour qu'elle soit calée et qu'elle tienne presque toute seule. Vous pouvez utiliser un couteau coupe-laine ou une simple scie aiguine que vous aiguisez. Il est aussi très conseillé d'utiliser une planche pour faire ces découpes au sol. C'est plus rapide et surtout plus propre, ce qui permettra de finir avec un meilleur résultat que moi. Moi, en plus de faire des découpes pas très belles, je sais pas pourquoi j'ai bien galéré. Déjà, j'ai dû couper trop large et puis en plus le papier craft ne tenait pas, donc je devais souvent le remettre moi-même, avec en plus les gros trous dans les solives que je devais ensuite recombler avec des chutes. Bon, l'allure est pas incroyable, mais au moins c'est isolé. On passe maintenant à la pose des plaques. Alors il est possible de les poser seuls, surtout les 60 cm, mais bon, si vous n'avez pas de lève plaque, je vous le conseille pas parce que déjà vous allez bien galérer, ensuite vous n'allez pas être très précis et surtout vous allez vous ruiner les épaules. À deux, même avec quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est vraiment plus facile. Alors normalement on commence par visser côté mur ou côté déjà posé pour être sûr de ne pas poser en pression contre quelque chose. Oui, ça c'est important, ne posez pas en pression contre les murs, sinon vous risquez de vous prendre le plafond sur la tête à cause des dilatations des matériaux et mouvements de votre maison. Et toujours dans la même idée des faiblesses en quinconce, je pose les plaques elles aussi en quinconce. Enfin bref, il est maintenant temps de vous parler de l'importance du positionnement des suspentes. Je vous parlais tout à l'heure de les poser tous les 60 cm et d'espacer de 10 cm du mur. Ces mesures permettent de tomber pile poil sur vos fourrures quand vous posez les plaques, car elles font 2,50 m de long. Bon, par contre, si votre mur fait des vagues et a beaucoup d'aspérité, faudra peut-être adapter les 10 premiers centimètres pour prévoir les découpes. Pour les découpes du placo, on a fait 2 mesures, une à chaque extrémité par rapport à la dernière fourrure. Ensuite, on le reporte sur la plaque, un coup de cutter léger, un plus profond et un dernier coup derrière et le tour est joué. Et on finit par combler tout le reste avec un travail un peu plus précis et un peu plus long. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant reposer l'appareillage électrique. Bon alors déjà pour tous les câbles qui sont cachés sous le placo, j'ai retracé leur passage pour que personne perce dedans et pour qu'on puisse facilement les retrouver.
Ensuite, j'ai reposé un nouvel interrupteur parce que l'autre était vraiment trop vieux. En repassant un câble neuf pour supprimer la boîte de dérivation qui était totalement inutile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou aussi de me faire des remarques sur les possibles erreurs que j'ai pu faire. Je serai toujours intéressé pour apprendre de nouvelles choses. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Et voilà, je peux réinstaller ma salle d'entraînement. D'ailleurs, si la pose d'un sac de frappe vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo pour ça. Et n'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos.